Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous. Je crois que la barre a été placée très haute avec la qualité des présentations. Alors, soyez indulgents avec moi. Je vous propose de clôturer cet événement et de revenir sur quelques points clés qui façonnent les tendances du design et de la fabrication. Nous avons entendu beaucoup de mots-clés pendant ces présentations. Certains d'entre eux sont récurrents et conditionnent un peu notre vision de l'avenir, comme l'intelligence artificielle, la convergence, l'automatisation et encore le développement durable. Alors pour clôturer cet événement, je vous propose de parler un peu de produits sur mesure, de produits intelligents, l'automatisation, la nouvelle ère de l'automatisation. On parlera aussi de deux convergences, une convergence de métiers entre la conception et la fabrication, mais aussi une convergence d'industrie entre la fabrication et la construction. Alors, la personnalisation de masse, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais par contre, la demande est croissante. Les consommateurs veulent des produits qui reflètent leurs besoins individuels. Il y a un challenge par contre, c'est comment satisfaire un marché encore plus avide de cette personnalisation à grande échelle, tout en restant rentable malgré tout, parce qu'on comprend très bien qu'un marché de pièces sur mesure engendre des coûts intrinsèques un peu plus élevés. Alors, les produits sur mesure, quand on parle de produits sur mesure, on ne parle pas uniquement de produits donc, sur la géométrie elle-même, mais aussi sur la fonction du produit. Il est important d'intégrer les contraintes du produit dès la phase de design. Mais comment faire cela? Comment éviter de passer trop de temps dans ces phases de design et exploiter plutôt la puissance de l'automatisation et de l'intelligence artificielle? La conception guidée par des contraintes du produit est un concept. Cette nouvelle approche de design, elle nous permet d'aborder en fait une mise en équation du problème d'une manière innovante. Le designer, au lieu de dessiner sa géométrie, va rentrer des données du composant sous forme de contraintes, d'efforts, et aussi va définir l'enveloppe de travail dans lequel il veut évoluer. L'algorithme de generative design, on a entendu beaucoup parler aujourd'hui, va lui explorer des solutions possibles dans cette fameuse espace de design dont je vous parlais. L'intérêt de cette approche, en fait, c'est que la solution qu'on va retenir à la fin, elle aura subi déjà ces tests de simulation et de vérification. Donc, on apporte une solution qui est robuste. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance de écouter Charles Kabielnika, mais il disait dans sa présentation « Explorer après-demain pour dessiner demain ». Alors, c'est une très bonne façon d'influencer l'avenir, je trouve. Alors, aujourd'hui, en tant qu'humain, en tant qu'homme, il est souvent difficile d'imaginer ce qu'on n'a pas entre les mains. Alors, nous, avec une de nos approches, on va essayer d'ouvrir en fait le spectre des solutions pour aider l'imagination à s'évader. Puis après, on va converger vers la solution qui nous semble la plus pertinente en fonction de notre expérience, de l'application, etc. En fait, il est question ici de collaboration entre la machine et l'homme. On va plutôt donc on va diverger pour donner un certain nombre de solutions à l'utilisateur, et l'homme va lui intervenir avec des champs, des filtres, pour en fait converger vers une solution qui pointera du doigt et dit c'est celle-là que je veux faire. Donc en fait, l'intégration de ces contraintes personnalisables et l'automatisation de ces phases de design permettent de répondre à ces demandes grandissantes dont je vous parlais de produits sur mesure. L'expérience de l'utilisateur, en fait, la capitalisation des données, ça a toujours été un challenge énorme dans l'industrie. Et avec l'arrivée de l'IoT et l'exploitation de ces fameuses data, de ces données, ça va nous permettre en fait de capturer aussi l'expérience de l'utilisateur et de l'automatiser. Alors, revenons un peu sur les utilisateurs et les consommateurs. Alors, il y a un changement de comportement. On a des attentes qui augmentent. On est tous comme ça. La technologie, par contre, de fabrication que l'on a aujourd'hui sous la main, elle ne peut plus suivre. Donc, l'exploitation des données devient un atout majeur pour à la fois une économie, on va dire, circulaire maîtrisée, mais aussi une amélioration continue de l'expérience utilisateur. Cette intelligence artificielle va prendre alors une place importante dans ce cercle. Et je voulais insister sur un point important à mon sens. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, non pas uniquement dans le produit fini, comme on a pu l'entendre souvent aujourd'hui, mais aussi dans tout le procédé d'obtention du composant lui-même. Et je voudrais mettre en avant ces deux points. Alors, quand on voit sur ces slides, quand on voit le design que génère ce type d'algorithme, on se dit mais comment on va fabriquer ce composant? Alors souvent, on pense à la fabrication additive. Ce procédé, certes, il a fait ses preuves, mais il n'est pas très adapté quand il s'agit de production de masse, comme l'était par exemple le cas de la chaise de Philippe Stark. Il faut en fait équilibrer les contraintes liées au volume de production, mais aussi le coût d'obtention du produit fini. Alors, il y a des compromis à faire.
Et ils sont considérés, alors il faut considérer soit l'allègement, mais aussi penser à la fabricabilité de ces pièces-là. Alors, dans ce cas de figure, le procédé de fabrication devient une composante majeure de contraintes initiales de l'algorithme. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fait de contraintes initiales. L'intelligence artificielle nous permet de comprendre ces contraintes de fabrication, de les intégrer dans ces phases de calcul, comme par exemple le procédé d'injection plastique dans le cas de la chaise de Philips Stark, qu'on voit encore à l'écran, ou alors de l'usinage 2 à 3 axes pour le bridage, par exemple, sur la droite. Maintenant, imaginons que nous puissions embarquer des capteurs dans tous ces composants. Nous pouvons alors apprendre des comportements et de l'expérience de vie. En fait, on vient mettre de la vie dans ces composants. Et on peut, en fait, avec cette expérience, réinjecter les données dans l'algorithme, encore une fois comme une donnée d'entrée, et prendre en compte dans une nouvelle version du produit, par exemple, qui sera plus performante. Cette circularité dont je vous parle, elle va produire des résultats encore plus optimisés et performants, alors qu'il s'agisse soit d'une fabrication en masse, soit d'une utilisation personnalisée. Et vous comprenez bien que quand je parle d'utilisation personnalisée et de cette circularité, l'expérience utilisateur va devenir de plus en plus unique parce qu'on va chaque fois reboucler avec l'expérience de vie. Alors, ces données sont une source d'information très importante. Il faut par contre cependant avoir les bons outils et pouvoir les exploiter correctement. L'intérêt de repenser en fait la manière dont nous automatisons prend toute son ampleur. Alors, on vient d'avoir deux tendances, donc les produits sur mesure et les produits intelligents. Je vous propose maintenant d'aborder cette nouvelle ère que l'automatisation va nous apporter. L'automatisation des tâches répétitives, c'est quelque chose qui est déjà bien établi, on n'invente rien. Par contre, donc on le voit très bien dans l'automobile, par exemple, on imagine bien ces chaînes de fabrication avec les robots, les machines. Par contre, il y a un défi, c'est comment appliquer cette automatisation sur des marchés tels que la personnalisation de masse, par exemple. Aujourd'hui, on parle d'automatisation linéaire, et demain, on va vers une automatisation plus flexible et alimentée par des données. Voilà. L'automatisation, alors, c'est pareil. Quand je parle d'automatisation, on ne parle pas uniquement d'un enchaînement de séquences de fabrication orchestrées par des robots, des machines, etc. Mais aussi, l'automatisation existe dans ce monde digital. On a pu le voir avec l'exemple du Generative Design, par exemple, cette automatisation. En plus de répondre à une plus grande flexibilité liée à la personnalisation de masse, on doit accompagner en fait les produits maintenant sur le terrain. Donc la prise de décision, elle est de plus en plus assistée par l'informatique, qu'elle soit pendant la production, soit sur le terrain. Et je voudrais illustrer cela avec deux exemples que j'ai mis ici à l'écran. La voiture autonome, on en parle beaucoup. C'est une voiture qui embarque une multitude de capteurs et s'auto-alimente de données pour adapter les prises de décision. On parle de la voiture roulante que vous voyez ici à l'écran à droite. Elle va permettre de répondre, par exemple, à un problème pour lequel une solution sans l'intervention de l'homme n'était pas possible avant. Cet engin est capable de naviguer dans des zones inaccessibles de l'homme. Le deuxième cas, c'est la déportation des moyens de production en dehors de nos usines pour répondre à un besoin grandissant, notamment dans le domaine de la construction. Alors, pour ceux qui ont assisté à la présentation de Zoé, il y a un challenge incontournable. On parle de pouvoir construire 3600 logements en plus par jour. C'est énorme. L'industrialisation de la construction va permettre, entre autres, de répondre à cette demande. Cela implique, pour nous, de mettre sur pied un certain nombre d'usines pour les composants, par exemple, préfabriqués dans le domaine de la construction, mais aussi d'alimenter nos procédés d'automatisation pour qu'ils puissent s'adapter à un environnement inconnu, à un environnement instable. Et la photo sur ma slide, celle qui est en bas, en bas à gauche, quand on voit cette photo, en fait, c'est un projet de construction d'habitat sur Mars. Il est facile d'imaginer que les challenges sont complètement différents dans cet environnement et qu'il va falloir faire preuve d'adaptation. Alors tout cela devient possible grâce à la combinaison de capteurs, d'intelligence artificielle, de procédés d'automatisation poussés. Alors, les technologies d'automatisation telles que la conception générative, Generative Design, on exploite de l'intelligence artificielle, certes, du cloud computing pour la puissance de calcul, et aussi des données pour automatiser les aspects de la conception et de la fabrication. Et tout cela vient se brouiller davantage et on arrive de moins en moins à distinguer les frontières entre ces disciplines-là. Il existe également un énorme potentiel de réduction des déchets
en réduisant les matériaux qu'on utilise, en réduisant le nombre de pièces pour une même fonction globale, par exemple, ou alors en déplaçant, comme je vous le disais tout à l'heure, en déplaçant le processus de test et de validation en amont, depuis les environnements physiques vers des environnements plutôt simulés. Toutes ces méthodes de conception ne s'appliquent pas uniquement au monde de l'industrie manufacturière, mais aussi à la construction. Alors, du coup, ça m'amène à parler de ces deux convergences dont je parlais en introduction. On parle de convergence entre le design et le manufacturing. Comme on a pu le voir ensemble, on ne parle plus de design sans parler de procédé de fabrication. Il va appartenir de plus en plus aux designers de prendre les bonnes décisions quant au procédé de fabrication à choisir. Est-ce que c'est de l'injection? Est-ce que c'est de l'usinage? Est-ce que c'est de la fabrication additive? Alors, du coup, il n'y a plus de marque vraiment de division entre, par exemple, le bureau d'études et le bureau des méthodes. Et il y en aura de moins en moins. Alors, la deuxième convergence, c'est celle entre le manufacturing et la construction. Là, on parle de convergence entre deux industries. Les bâtiments, en fait, on a l'habitude de penser à nos moyens de production, nos machines, mais les bâtiments, c'est juste des pièces un peu plus grandes, en fait, des plus gros produits à produire. Et l'industrie de la construction s'inspire beaucoup de nos méthodes de fabrication. Donc, à savoir adopter des outils, des processus, des méthodes de travail qui réduisent les coûts, les inefficacités, etc. Mais cette convergence dont je vous parle, elle ne bénéficie pas uniquement à la construction, car il ne s'agit pas uniquement d'appliquer ces méthodes qui ont fait leur preuve dans l'industrie manufacturière, certes, mais il est important de repenser ces systèmes d'automatisation pour les rendre moins linéaires et plus adaptés, encore une fois, à la personnalisation. Personne ne veut habiter dans la même maison que son voisin ou celle de son autre voisin. Et cette ère-là dont je vous parle, on l'a souhaitée, on l'a créée. Il faut maintenant s'adapter et adapter nos moyens de fabrication pour répondre à cette demande grandissante. Et il est là le grand challenge. Alors, je voudrais finir le temps d'une dernière slide pour résumer un peu les différents points. Tout à l'heure, Philippe Stark disait comment faire moins tout en faisant mieux et d'une manière plus intelligente. C'est l'enjeu et le challenge qui nous attend tous, je pense. On va vers un nouveau normal et on explore des nouvelles possibilités. On a besoin de s'adapter et penser un peu différemment, notre manière de réfléchir. Libérer l'innovation pour transformer en fait tous ces challenges, tous ces défis en opportunités. On se rend compte que les équipes, les flux de travail, les informations en général sont de plus en plus connectées. On le voit aujourd'hui et le seront encore plus dans le futur. Un point important, par contre, ça va être notre impact sur le monde. Il sera plus fort avec toutes ces avancées que nous apportons aux industries, ainsi que notre approche développement durable. Il est question ici de doter les innovateurs d'outils, de connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions qui mènent à des résultats, on va dire, durables, mais aussi robustes, maîtrisés. Ces technologies dont je vous parle, elles ne sont pas uniquement au stade de concept. Vous avez vu des exemples aujourd'hui. Il est bel et bien question de produits finis à votre disposition et accessibles. Pour aider leur adoption, nous avons, nous, la volonté d'accompagner nos clients à travers des projets de faisabilité, par exemple, pour qu'ils puissent apprendre, tester dans un environnement qui est maîtrisé et qui est le leur. Certains de nos clients l'ont fait, vous avez vu dans certaines images que j'ai pu partager aujourd'hui, et les résultats sont vraiment prometteurs. J'ai envie de dire maintenant, à vous de jouer. Voilà. J'espère que, en tout cas, que cette présentation vous a inspiré. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très très belle soirée. Vicky, je vous rends le micro, si je peux dire.